repenser l'autorité parentale à la lumière de la santé psychique de l'adolescent. La préface a été écrite par Madame le professeur Soheila Salloum, ancien chef de département de psychologie à l'Université Saint-Esprit de Kaslik, et la postface par Madame le professeur Chantal Martin-Solre, vice-doyen de la faculté des lettres à l'Université de Fribourg, Suisse. Prenons le temps de regarder l'illustration qui accompagne la première de couverture. Il s'agit de la fleur de pissenlit, également connue sous le nom de dent de lion. Un mélange de fragilité et de force émane de cette fleur. Fragilité et délicatesse dans l'apparence, alliée à une force dans l'essence. De plus, lorsque l'on sait que cette fleur peut pousser partout, aussi bien dans les champs, les jardins, que sur les trottoirs et les terrains les plus escarpés, on comprend que le pissenlit puisse se révéler une métaphore particulièrement parlante de l'adolescence. L'adolescence, l'âge des métamorphoses, des remises en question, de la quête de soi, l'âge où on lutte pour se découvrir, pour oser se dire, pour prendre position. Les jeunes ont encore, peut-être même davantage besoin, du regard confiant et porteur de l'adulte. Cet adulte qu'il leur arrive si souvent de contester. Pourtant, l'adolescence n'est pas traversée par tous de la même manière ni au même rythme. C'est pourquoi, par son regard, l'adulte se doit de reconnaître, légitimer chaque adolescent dans sa singularité, sa spécificité et son unicité. D'où l'importance de se rappeler les paroles de Paracels. Qui imagine que tous les fruits mûrissent en même temps que les fraises ne sait rien des raisins. Par son ouvrage, Dr Zalait délivre un message d'espoir aux adolescents ainsi qu'à ceux qui les accompagnent. Parents, éducateurs, psychologues, médecins, travailleurs sociaux. Ce message, pour reprendre les mots de Boris Cyrulnik, pourrait être le suivant. Si le temps de la vie n'est jamais sans épreuve, l'élaboration des conflits et le travail de résilience permettent de reprendre la route malgré tout. Message d'espoir, en somme, mais aussi promesse de voir fleurir de meilleurs et plus beaux lendemains. Un peu comme une brise légère qui souffle et emporte au loin les aigrettes de pissenlit. Puissiez-vous en recevoir longtemps les échos. J'invite, mesdames les professeurs, à une lecture et une approche particulière de l'ouvrage de Dr Nadine Zalait. Révérend Père, Mesdames, Messieurs, nous sommes tous réunis pour une approche et une lecture particulière de l'ouvrage de Dr Nadine Zalait. Avant de donner la parole à mes collègues qui ont lu et qui ont exploité et exploré cet ouvrage pour en parler aujourd'hui, je voudrais vous dire que je suis très honoré de prendre part à cette table ronde, de la modérer, et ceci à la demande de Madame le docteur Nadine Zalait, et de vous dire combien est grande ma joie de terminer un mandat en couronnant de gloire mon ancienne étudiante, mon actuelle collègue, la femme modèle à qui la faculté a confié la formation des jeunes psychologues, population difficile à comprendre, mais très agréable à fréquenter. Nadine, je vous remercie de nous donner ce plaisir de partager une réflexion avec vous sur votre ouvrage. Le premier professeur qui va nous parler de l'ouvrage pour une adolescence saine, repenser l'autorité parentale à la lumière de la santé psychique de l'adolescent, c'est Madame le professeur Soheila Salloum, ma collègue, le professeur de tout le monde et qui reste notre professeur jusqu'à la dernière minute de notre vie. Soheila que j'ai connue en collègue, je n'ai pas eu le plaisir et l'honneur de la connaître en professeur, puisque je ne suis pas psychologue, mais elle m'a marqué personnellement. Et elle est un psychologue, elle est psychothérapeute, elle est auteure, elle a des ouvrages. Et ce qu'il faut surtout citer en votre présence, c'est que Madame Soheila Salloum et son époux, Monsieur Georges Salloum,
ont été invités par le Saint-Siège le 4 et le 5 octobre 2015 en auditeur pour le synode pour la famille. Souhaïla, vous êtes un trésor pour cette faculté qui ne vous oublie pas et pour les générations qui jusqu'à aujourd'hui en parlent. Je vous livre l'ouvrage de Nadine. Essayez de lui faire autant de bien que vous pouvez. Merci. Connaître l'adolescent libanais dans son cadre familial pour mieux le comprendre, mieux l'aider et mieux l'orienter sur le plan psychologique, éducatif et social, tel est l'enjeu de ce livre, fruit d'un travail assidu et de longue haleine mené par Nadine Zalaet auprès d'adolescents et d'adolescentes libanais dans le quotidien de leur vie. Le titre attribué par l'auteur pour une adolescence saine, on l'a déjà dit, est à la fois incisif et suggestif et nous invite à une lecture approfondie de la réalité de nos jeunes confrontés à divers problèmes propres à leur âge et à leur entourage, dont celui de l'autorité parentale et son incidence qui se pose avec le plus d'acuité. Pourquoi ce lien santé-autorité au niveau des jeunes? En fait, l'évolution de la société vers plus de liberté et un affaiblissement de l'autorité parentale ou sociétale infléchit notre compréhension des problèmes psychologiques à l'adolescence. Ainsi, l'accent se déplace des conflits favorisés par une autorité répressive à des conflits de liens, des limites et de la dépendance facilitée par une autorité permissive à l'intérieur d'une société libérale qui risque de devenir au Liban anomique et disjonctive. La problématique de la santé psychique de l'adolescent dans notre temps et dans notre pays ne peut plus se poser autrement que dialectiquement avec celle de l'autorité parentale, des problèmes des limites, des liens aux personnes investies. Nadine Zalaet a bien senti cette implication qu'elle a relevée tout au long de son écrit. Dans un premier temps, elle pose un regard incisif, regard polyvalent de psychologue, d'éducateurs, d'enseignantes et de psychothérapeutes sur l'adolescence aujourd'hui, c'est la première partie, en vue de mieux situer l'adolescent et l'adolescente libanais dans leur monde réel et actuel, un monde fluctuant et changeant pareil à leur âge. Elle met en relief les problèmes propres à cet âge, questionnements identitaires, émergence du sexuel, réactivation des conflits oedipiens, relationnels, intergénérationnels, problèmes de révolte, de violence, de dépendance, etc. Un autre regard, soucieux et préventif, est mis sur la santé psychique, vue sous le prisme de l'autorité parentale et de ses ambiguïtés. L'auteur affirme, à la page 57, je cite, « La congruence, l'écoute active, la communication et la confiance sont des ingrédients indispensables à la réussite de la relation parent-jeune au cours de l'adolescence. À cela s'ajoute le rôle primordial de l'autorité qui constitue un ensemble de limites, d'encadrement, de sécurité, de référence, d'exigence et de support. Le rapport santé-autorité fut mis en évidence
d'une manière explicite à travers l'impact de la santé sur l'anxiété, les états dépressifs, les symptômes psychosomatiques, tout en relevant les critères d'une bonne santé psychique, à savoir satisfaction de vie, sentiment de bien-être, estime de soi. Critères et manifestations furent soumis dans un deuxième temps, c'est la deuxième partie, à l'expérimentation en appréhendant concrètement le vécu, le senti et le pensé d'adolescents et d'adolescentes libanais, les invitant à révéler leur perception d'eux-mêmes et de leurs parents. Une réflexion s'impose ici. Une compréhension profonde de l'adolescence ne doit pas considérer les comportements problématiques ou les conduites à risque comme des troubles ou des pathologies, mais plutôt comme l'expression d'un âge incertain, signe et rançon du développement. Certains adolescents peuvent faire de leur vulnérabilité une chance et une expérience créatrice. Les autres risquent, en revanche, de s'enfermer dans des conduites destructrices. Ce basculement vers la créativité ou la constructivité dépend massivement de la qualité de la rencontre des adultes, particulièrement les parents. Au sein de tous ces problèmes et face à toutes ces difficultés, l'auteur appelle l'adolescent libanais à une co-construction avec son entourage de vie où les contraintes émotionnelles menacent son équilibre psychique. Cette co-construction conjugue l'effort personnel de l'adolescent à se construire lui-même avec l'appui familial et environnemental adéquat. Au fond, il n'existe qu'un seul remède à l'adolescence et un seul, nous dit Winnicott. Le remède, c'est le temps qui passe et les processus de maturation graduelle qui aboutissent finalement à l'apparition de la personne adulte. Donc, donnons à notre adolescence ce temps. Inutile de l'accélérer ni de le ralentir. En intervenant de manière inappropriée, on risque d'interrompre ces processus ou de les détruire comme ils peuvent se flétrir du dedans et aboutir à la maladie mentale. Et l'auteur conclut à la page 26, je cite, « L'adolescent a besoin de limites et de liberté à la fois, car les adolescents n'ont pas toujours la force de résister à leurs propres impulsions. » Fin de citation. Ce livre nous intéresse à plus d'égards. Il jette une lumière sur la santé psychique de l'adolescent aux prises avec l'autorité parentale. Il interpelle parents, éducateurs, psychologues et tous ceux qui s'occupent des problèmes des jeunes dans notre pays. Il nous ouvre sur des perspectives d'orientation et de soins. Il ne suffit pas d'écrire, mais d'agir et d'intervenir à bon escient. Pour conclure, la question essentielle dans cette dynamique relationnelle parents-adolescents demeure pour nous adultes, parents, éducateurs, la suivante. Peut-on encore penser pouvoir transmettre à nos enfants l'essentiel de ce qui donne sens à notre vie, non pas tant de l'ordre des connaissances, elles évoluent rapidement, que de ce qui nous semble exprimer nos raisons de vivre, à savoir nos valeurs. Il est vrai que nos jeunes peuvent construire par eux-mêmes leurs propres valeurs, mais la vie, dans son élan vers l'avenir, ne peut se passer de la transmission. Ne faut-il pas, pour cela, que nous soyons nous-mêmes convaincus des valeurs que nous portons et transmettons? À Nadine,
tous mes encouragements à persister dans le sillon de la recherche qu'elle a ouvert sur l'adolescent libanais et dans l'attente d'un nouveau venu. Inch'Allah. Grand merci, professeur Saloum, pour cet exposé, pour cette lecture qui nous met dans la sphère dans la sphère du comment repenser une adolescence saine. C'est une lecture particulière, c'en est une parmi 3 ou 4 autres, 3 je pense autres. Nous allons dire à l'auteur, à tout le monde, à tout un chacun, que quand un auteur écrit et il se livre à la critique des autres, cela veut dire que le jeune auteur est sur la voie de l'excellence, parce qu'il a compris qu'il faut se faire lire et que l'œuvre ne lui appartient pas à lui seul. Et voilà, je passe à la deuxième approche que donnera Madame le professeur Gisèle Azour. Elle est professeure en psychologie à l'Université libanaise et les chefs de département de psychologie à l'Université Saint-Esprit de Kaslik. Elle était et vice-présidente de l'Association libanaise de thérapie comportementale et cognitive. Elle est auteure de plusieurs articles sur les techniques projectives, les troubles alimentaires et l'agressivité. Elle est surtout une des personnes qui ont accompagné la formation de l'auteur. Madame, à vous la parole. Merci, docteur Named. Merci. Alors, vraiment, je suis touchée. Je suis vraiment touchée à tous les points de vue. D'être là aujourd'hui, d'abord, toutes ces années à l'USEC avec vous me manquent énormément. J'en ai vraiment la nostalgie. Et puis, merci beaucoup, Nadine, de m'avoir permis de participer de partager ce moment inoubliable avec vous. La lecture de votre livre, ce fut d'un grand intérêt et une curiosité scientifique, mais surtout, ce fut un moment de plaisir en vous lisant. Donc, quoi que je dise, ce n'est jamais assez par rapport au contenu de votre ouvrage. Donc voilà, Dr Nadine Zala nous invite dans son livre à une exploration originale du monde de l'adolescent. Et dès l'introduction, son livre ouvre sur une problématique que nous tous, parents, éducateurs, psychologues et surtout adolescents, nous connaissons et vivons quotidiennement. Ce sont les relations entre l'adolescent et ses parents, et ce, à la lumière de l'autorité parentale. L'objectif premier de l'ouvrage du Dr Zala est la compréhension du vécu psychologique de cette période difficile qu'est l'adolescence, en rapport avec le style éducatif, en particulier avec l'autorité. Cette composante éducative dont les éventuelles maladresses seraient en mesure de déclencher bon nombre d'états psychopathologiques. Aussi bien théoriquement que pratiquement et successivement, à travers les chapitres du livre, le lecteur est amené à découvrir et explorer les méandres du développement de l'adolescent, ainsi que les styles d'éducation parentale en mesure de l'entraver ou au contraire de l'aider à s'épanouir. Quel que soit son style d'autorité, tout parent vise à assurer à son enfant l'acheminement vers une vie saine. C'est pourquoi, bien que s'adressant à l'adolescent normal, Dr Zala met en lumière les manifestations qui peuvent jalonner l'adolescence sans la rendre pour autant pathologique, franchement pathologique. Le livre analyse l'anxiété, la dépression, la psychosomatique, l'insatisfaction de vie et la baisse de l'estime de soi, ces ressentis que tout adolescent est en mesure de connaître un jour ou l'autre. Afin que l'investigation soit le plus scientifique possible, Dr Nadine Zala eut recours à des instruments d'évaluation multiples, valides et fiables. Les différences considérables entre l'adolescence de la fille et celle du garçon
sont également prises en ligne de compte. Tout parent ne saurait omettre dans son style éducatif de telles différences sous peine de voir surgir des difficultés aussi bien personnelles et interpersonnelles que sociales. L'ouvrage du Dr Zala est aussi un guide de mesures psychothérapiques et préventives, balisé de remarquables observations cliniques et de belles citations d'auteurs venant étayer le discours scientifique et illustrer le bien fondé des résultats. Les psychothérapies propres à l'adolescence apportent aux professionnels de cet âge des références de prime importance. L'étude pratique offre un panorama très intéressant et très riche des styles d'autorité parentale en rapport avec la santé psychique de l'adolescent. C'est là que nous retrouvons Nadine, chercheur, mais aussi clinicienne et thérapeute par excellence. Et d'ailleurs, Nadine, vous êtes de ceux qui, une fois qu'on a eu la chance de vous côtoyer, on ne vous oublie jamais. Et moi, j'ai eu cette chance. Cette étude constitue certainement, merci, une référence de haut niveau, aussi bien dans le domaine de l'éducation que dans celui de la psychologie et de la psychothérapie. Quant à la conclusion, elle nous invite tous, éducateurs, psychologues et parents, à contribuer au développement sain et épanouissant de l'adolescent libanais. Et là, je cite Nadine elle-même dans sa conclusion. L'adolescent a besoin d'une intervention parentale adéquate et chaleureuse, mais ferme, besoin d'autorité et d'appui dans une ambiance communicative, mais surtout besoin d'autonomie pour frayer librement son chemin. La famille ne lui offre-t-elle pas des racines et des ailes? Fin de citation. Que dire de mieux? Avec le livre de Nadine Zalaet, je vous souhaite une lecture inspirante et enrichissante. Soyez nombreux à le lire, vous n'en serez qu'enchantés. Je vous remercie. Merci, docteur Azhour. Comme vous l'avez remarqué, l'approche est pluridimensionnelle, elle est largement plurielle et fait montre qu'une œuvre, au prisme de la critique, ouvre beaucoup de fenêtres. Et c'est là, à mon avis, le succès de l'ouvrage. Je voudrais ouvrir une parenthèse et dire أهلا وسهلا للمونسينيور بدك ما تواخذني القعدة هون ما بتبين منيح بعتذر إذا ما رحبت بعتذر. Je donne la parole à notre collègue, Dr Christiane Saliba-Sfer. Elle est professeure associée en sociologie à l'Université libanaise. Elle est responsable de l'axe du livre de Guillemets, Reconstruire ensemble. Elle participe à des formations de travailleurs sociaux et des professeurs et des professions paramédicales en France et à Beyrouth. Elle est auteure de divers articles et contributions sur les questions de la famille, la parentalité, la violence, la dépendance et les pratiques professionnelles. Elle est surtout une personne nomade sur tous les sentiers de la culture et du service au niveau de la société, malade ou non malade. Partout, elle est présente. C'est peut-être le seul qualificatif qui peut couvrir tous les autres. Madame a trouvé quand même le moyen de lire l'ouvrage de Dr Zalaet et de lui préparer un mot. À vous la parole, madame. Bon, merci, docteur Houda. Elle est partout. En fait, d'abord, je voudrais remercier Nadine de m'avoir invitée aujourd'hui et de pouvoir partager aussi ce moment très important de l'apparition d'un premier livre, d'un premier bébé, moi je l'appelle, bien sûr après le doctorat, et d'avoir choisi également cette thématique que je trouve très importante pour la société libanaise aujourd'hui. Par contre, ma lecture aujourd'hui, ça va être un peu, un peu plus branchée psychosociale, sociologique, parce que je savais que au niveau psychologie, ça va être super satisfaisant.
Bon, en fait, le livre de Dr Zalaït nous amène dans le monde de l'adolescence en général, et plus spécifiquement dans celui des adolescents libanais. Repenser l'autorité parentale à la lumière de la santé psychique de l'adolescent rejoint une idée à laquelle j'adhère personnellement et que je défends de tout temps auprès des équipes pluridisciplinaires, thérapeutiques et de recherche, et qui est la suivante. Pour comprendre l'homme total au sens de Moss, il faudrait tenir compte de la socialisation au sens durkheimien et de l'intériorisation des normes sociales par les acteurs sociaux qui contribuent en grande partie à la structuration psychique des individus. Autrement dit, en ce qui concerne l'adolescence, et pour rejoindre l'auteur, dans ce qu'elle pose, il faudra étudier le contexte des interactions familiales et sociétales de l'enfance et de l'adolescence dans un ensemble de valeurs, de normes, de rituels sociaux et familiaux, et dans une interdépendance qui illustre la complexité des liens de l'individu avec un contexte social, économique, culturel et politique. La dialectique individu et famille reste au cœur du débat social sur les échanges familiaux et dans le processus de socialisation. Dans l'évolution des formes familiales contemporaines dans le monde, il y a des caractéristiques qui sont inhérentes à toute cette diversité et qui s'observent toujours, qui sont l'autorité, l'éducation, l'amour et les rituels sociaux. Et ils vont contribuer à la socialisation et à la formation de la personnalité de l'enfant et de l'adolescent. Et tout cela dans un système intersubjectif d'échange et d'interdépendance avec l'environnement sociétal. Le parcours de l'adolescent se situe donc dans une logique de cycle de vie, commençant à l'enfance, et dans une dynamique interactionnelle mettant en relief l'aspect de la socialisation primaire et secondaire dans des valeurs familiales et sociales liées au genre, aux normes et aux représentations sociales de ce qui est normal et ce qui est pathologique. C'est un rite de passage, jouant un rôle déterminant dans la construction de la vie adulte. Donc cette construction passe par une affirmation de soi, par un positionnement, par une transgression, par des conduites à risque, etc. Et révèle ce que ce livre nomme, selon Braconnier et Marcelli, l'être de paradoxe à la page 55. C'est l'amour et la haine envers les parents, c'est le « j'existe à ma façon dans cette société » et en même temps, c'est la fragilité et la vulnérabilité affective de cet être incertain, en chamboulement physiologique, affectif et relationnel. Il s'agit en général pour nous de réactions très rassurantes quand il s'agit de ces réactions-là, parce qu'on les situe dans la dynamique d'acquisition de compétences nouvelles, d'une autonomie progressive, d'un raisonnement logique nouveau, qui peut parfois présenter une dissonance avec celui des parents. Donc cela nous amène à imaginer une sorte de rupture entre deux mondes qui s'ignorent mutuellement, celui des parents dans leur société d'une part, et celui de l'adolescent avec son groupe de pairs, son corps et son raisonnement d'autre part. Mais en réalité, il s'agirait plutôt, à mon avis, d'un processus de reliaison difficile, au prix coûtant d'une incompréhension, d'une quête de sécurité, de repères, d'une utopie recherchée, d'un vide à combler. Le besoin d'autorité, comme le décrit l'auteur à la page 57, reste un besoin d'interdit et de limite dans la bienveillance. La notion de parentalité émerge dans ce contexte sociétal suite à la pluralité, à la complexification des configurations familiales. Donc, dans sa définition d'être parent, elle met l'accent sur les fonctions parentales, éducation, responsabilité parentale, mais devient donc un statut social ouvrant à des droits, à des devoirs, dont le devoir de responsabilisation de l'adolescent et de l'empowerment du futur adulte. En France, la puissance paternelle a été abolie en 1970, a été remplacée par la notion d'autorité parentale, qui assoit une égalité entre hommes et femmes. Elle modifie leur rôle éducatif. Et ce qui était un pouvoir sur la personne et les biens de l'enfant est devenu un devoir mis à leur charge. La notion d'autorité parentale se situe dans ce contexte de parentalité. Les processus d'industrialisation et d'individuation qui s'est produit dans le monde et au Liban réduit le groupe domestique au ménage conjugal avec leurs enfants. Mais comme le souligne Terry, la famille étendue reste très importante dans l'héritage social. Alors que dire au Liban, où la famille reste un repère inconditionnel d'appartenance et d'identification pour ses héritiers au sens de Bourdieu. Selon lui, même la famille est une structure mentale inculquée dans les cerveaux socialisés. Donc, dans ce contexte de pluralité des formes familiales, le lien de filiation devient un lien inconditionnel. Quoi qu'il arrive, ce que l'on doit à son enfant, c'est l'aimer, le soutenir, le protéger. Il s'agit de construire un système reposant sur le couple parental, en maintenant les liens de l'enfant avec père et mère, malgré l'éclatement du couple conjugal.
D'ailleurs, dans ma recherche en France sur les différentes configurations familiales des parents dépendants de drogue, il y a eu un travail sur une diversité de familles catholiques, musulmanes, juives, et sous différentes formes, celles qui étaient ensemble, monoparentales, séparées, divorcées, recomposées, qui avaient tous des enfants qui ont dérivé dans la toxicomanie. Bon, l'étude n'a pas montré de spécificité de point de vue forme familiale, comme d'ailleurs ce que Mukeli a démontré comme autour de la dissociation familiale et de la délinquance, mais il y avait surtout la dimension interactive, individu, famille, société. Et le facteur commun partagé par l'ensemble des familles étudiées était l'absence de dialogue, de communication entre parents et adolescents, en plus de la perception de l'adolescent, de sa propre situation et sa vulnérabilité, comme le montre Dr Zalaït dans son étude sur les adolescents libanais, qui bénéficient d'une meilleure santé psychique au sein d'une famille où règne la discussion, l'écoute et la responsabilisation. Donc la famille au Liban est résolument patriarcale. Elle se trouve consolidée par des lois, parfois difficilement modifiables, pour de multiples considérations. Et ce modèle traditionnel patriarcal détermine la référenciation normée de ce que doit être une famille. Le vivre commun entre chrétiens et musulmans influence les possibilités d'évolution des notions de droit et de démocratie familiale. Il produit une sorte de malaise concernant les convictions de la place de la femme mère dans la famille et du partage des échanges respectables au sein d'une famille, notamment au niveau d'une autorité parentale partagée. Et dans le contexte libanais, et contrairement à l'image de la famille unie ancrée dans notre imaginaire, une multitude de formes familiales liées à des modalités de nature, surtout confessionnelle, existent et ne cessent d'augmenter, allant de la famille nucléaire, séparée, divorcée, recomposée comme en Europe, et celle qui est aussi spécifique, polygame, et autres formes en fonction de l'appartenance religieuse et confessionnelle des différentes communautés composant notre cher Liban. Ce système familial, géré par les autorités confessionnelles, souffre à cause du cloisonnement communautaire post-guerre, d'une forme consciente d'ignorance des formes familiales plurivariées existant sur le territoire libanais, sans malencontreusement être accompagnées par des mesures de protection de l'enfance, des femmes et de la parentalité. La question du bon parent se pose également. Elle est imprégnée par des références communes malgré la diversité confessionnelle existante. Les valeurs culturelles déterminent les rôles féminins et masculins, ainsi que les rôles parentaux. De plus, le parent de l'adolescent se confronte continuellement à son histoire familiale et sociale, avec tout ce qu'elle pourrait comporter comme enjeu de souffrance, de positionnement générationnel, de questionnement et d'illusion. C'est une sorte d'expérience partagée qui nécessite souvent un soutien parental d'une façon ou d'une autre. Tout comme en Occident, la révolution technologique et d'industrialisation et la mondialisation ont eu un effet important sur les organisations familiales au Liban. La participation des femmes à la vie active et économique au Liban ne s'accompagne pas, malheureusement, de mesures sociétales et légales favorisant une autorité parentale partagée, ni une conciliation de vie familiale et de vie professionnelle. La référence de la normalité dans l'imaginaire social est toujours le modèle pater-familias, qui ne favorise pas un partage équitable de l'autorité parentale. Ceci se révèle surtout lors des conflits familiaux et de la nécessaire référenciation à la loi pour les résoudre. La place de la mère chez toutes les confessions est quasi absente après les 7 ans de l'enfant. Et donc, c'est une véritable distorsion des places sécurisantes qui en résultent, et notamment auprès des adolescents libanais. Les rapports sociaux de sexe et les rapports du pouvoir au sein des familles n'évoluent malheureusement pas, ni dans les lois d'usage, ni dans les lois légales, à la hauteur des autres évolutions des rôles professionnels et économiques. Le livre de Dr Zalaït a démontré une évolution dans le style relationnel démocratique au niveau des familles, mais a révélé quand même une persistance d'un nombre important de styles autocratiques. Il sera intéressant de développer des études sur ces variables dans une différenciation genrée entre adolescents, garçons et filles, et sur tout le territoire libanais, pour pouvoir évaluer véritablement cette dimension. Et je voudrais noter quand même que concernant le style permissif, il serait intéressant de creuser l'étude pour différencier entre les parents dont l'histoire personnelle est imprégnée de vécus de guerre, avec un désir de combler leurs enfants, de ce qu'ils n'ont pas pu vivre eux-mêmes, d'une part, et ceux qui se sentent dépassés par l'évolution technologique de leurs jeunes adolescents, face à qui ils se sentent désarmés, d'autre part.
La famille élargie, grands-parents, cousins, au Liban joue un rôle très, très important à l'adolescence. Les liens sociaux intrafamiliaux peuvent influencer des attitudes parentales dans la reproduction, certes, mais également assurer le rôle de tiers sécurisant recherché chez un adulte, en plus du choix d'un groupe de pairs par l'adolescent. Donc, chez nous au Liban, les liens avec les cousins, les oncles et les tantes assurent souvent l'équivalent d'un soutien affectif recherché en dehors des parents considérés incapables de comprendre. Et la solidarité familiale face aux défis de la vie renvoie à l'adolescent une image sécurisante quand même et soutenante de la famille et peut renforcer la place symbolique des parents. Donc être ferme et souple à la fois, ne jamais sous-estimer le rôle symbolique et concret de l'autorité des parents auprès de leurs enfants et de leurs adolescents est la pierre d'édifice de l'ouvrage de Dr Zalaït pour une bonne santé psychique de l'adolescent. Je ne vais pas tarder plus que ça, je vais m'arrêter là, mais je vais terminer pour dire que, comme le signale Dr Zalaït, nous sommes tous concernés par le fait de préserver la place du père et la place de la mère auprès de l'adolescent, de les soutenir dans leur fonction symbolique, dans leur acceptation du choix de la personne tierce, du groupe de pairs par l'adolescent, tout en favorisant une attitude d'écoute et de négociation démocratique, mais en insistant sur une finalité de la décision parentale négociée et respectée par les deux parents. Une responsabilisation de l'adolescent passe par la clarté des positionnements bienveillants des parents. Aider l'adolescent dans la construction de sa trajectoire d'adulte implique une revendication d'un système social qui suivra au niveau des politiques sociales et juridiques correspondantes. Merci. Merci, chère Christiane, de cette lecture, de cette approche si riche, si variée, comparative, excessivement approfondie, avec vos conseils pertinents. Je sais que le sentier est très épineux. Les solutions aux problèmes de l'autorité parentale et des adolescents ne sont jamais exhaustives, mais l'ouvrage propose quand même une bonne piste de réflexion. Voilà. Nous allons passer à la quatrième approche. Elle sera donnée par Madame Chantal Martin-Solk, ou Solk, c'est juste, vice-doyen de la faculté des lettres à l'université de Fribourg, Suisse, professeur de psychologie clinique et de psychologie de la santé, spécialisée dans la santé psychique des étudiants et surtout dans les programmes de prévention chez des populations vulnérables. Madame Chantal Martin-Solk est auteure d'un grand nombre d'articles scientifiques sur l'étude de la dépression, du stress post-traumatique, de l'addiction et des troubles des conduites alimentaires, ainsi que d'études sur des problèmes psychosomatiques tels que la douleur ou l'ajustement psychique après transplantation ou après un traitement cancéreux. Chantal Martin-Solk, je l'ai connue au téléphone. Elle est une référence dans son université et grâce à sa contribution et à son implication, nous avons pu avoir une convention cadre avec l'université de Fribourg. Grâce à son implication à elle et à son respect pour notre chef de département, Dr Nadine Zalaït. Voilà, nous allons suivre sur vidéo l'intervention. Chère Nadine, c'est un grand honneur pour moi d'être présente, du moins en pensée avec vous. J'aimerais tout d'abord féliciter Nadine Zalakieh pour la publication de son ouvrage « Repenser l'autorité parentale à la lumière de la santé psychique de l'adolescent », qui est la raison de la cérémonie d'aujourd'hui. Il s'agit d'un grand succès personnel, bien sûr, dont je me réjouis pour elle, mais aussi d'un succès scientifique, puisque dans son travail, Nadine présente un aperçu des enjeux psychologiques auxquels sont confrontés les adolescents, en mettant un accent particulier sur les aspects culturels et sociologiques. Dans ce contexte, l'autorité parentale est mise en lien avec la santé psychique des adolescents. Dans son étude corrélative entre 3 styles d'autorité parentale et des indicateurs de santé physique et psychique, Nadine Zalakieh montre des liens significatifs entre la santé psychique des adolescents et les possibilités d'échange et de discussion avec les parents. Il semble en outre
que ces liens soient différents pour la relation avec le père ou avec la mère. Cette étude ouvre donc la voie à d'intéressants développements, comme par exemple des interventions ou la mise en place de programmes de conseil à l'éducation pour les parents d'adolescents, ce qui personnellement m'intéresse particulièrement en tant que psychologue clinicienne. Cette étude pose aussi la réflexion de la particularité ou de la spécificité culturelle de ces résultats et pourrait donc donner lieu à des échanges au niveau de la recherche, par exemple avec un échantillon suisse. C'est donc ici aussi la possibilité de souligner l'échange que nous avons mis sur pied avec Nadine entre nos deux universités et qui s'est déjà concrétisé avec la présence de 2 étudiantes de l'université Saint-Esprit de Kaslik dans notre université à Fribourg. Nous espérons qu'il s'agit d'un premier pas vers une collaboration qui pourrait aussi se refléter au niveau scientifique. L'Université de Fribourg, en particulier l'Institut de psychologie, participe à un centre d'études et de conseil de la famille. Et nous avons donc un intérêt particulier pour la recherche dans ce domaine, dans le domaine de la famille, et son importance pour le développement psychique de ces enfants, qui sont finalement les futurs adultes, aussi les futurs citoyens, qui influenceront la société de leur pays. Dans ces temps malheureusement un peu troublés, j'espère que nous pourrons, par cette première collaboration, favoriser les échanges scientifiques et culturels entre nos 2 pays. Je vous remercie donc de votre attention et j'aimerais encore féliciter Nadine pour son ouvrage, mais aussi et surtout pour son engagement à mettre sur pied une collaboration entre nos 2 universités. Il ne me reste donc qu'à vous souhaiter encore une très belle fête, de vous saluer et d'avoir l'occasion de vous connaître personnellement dans le futur. Je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la possibilité de participer à cette cérémonie et je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir. Voilà un excellent témoignage qui nous vient aussi de l'étranger. Voilà une lecture étrangère qui est aussi objective et aussi franche et transparente que les 3 autres précédentes. Comme vous l'avez remarqué, moi je ne parle pas de psychologie, je ne possède pas le jargon. J'ose pas dire à quelqu'un, par exemple, tu es dépendant d'une bonne chose et que ça retombe mal après, que ça fasse des retombées néfastes. Donc on ne parle pas. Mais avant d'inviter le docteur Zalaet pour dire son mot à l'occasion de la signature de son premier ouvrage, je voudrais lui dire que la faculté Nadine, âgée de 65 ans déjà, n'a jamais manqué de mettre à penser parmi son corps enseignant, à commencer par le fondateur, par le père recteur fondateur Étienne Saer, qui était le philosophe de la faculté et qui l'a marqué énormément en espérant que les années vous font parvenir à devenir le maître à penser, à méditer et à vivre au sein de cette faculté. Je vous invite à dire votre mot. Merci. Révérend Père, Mesdames et Messieurs, chers amis, j'aime bien la parole d'Aristote qui dit « Sans amis, nul ne voudrait vivre, même en étant comblé de tous les autres biens. » Je trouve que le plus grand bonheur est de se sentir entouré. Vous êtes tous, vous êtes ma richesse. Vous vous êtes déplacés pour moi, cela m'honore et me flatte. Je vais tâcher de remercier en essayant de n'oublier personne, ce qui sera impossible, fuir les généralités rasantes, ce qui n'est pas gagné d'avance, et surtout être brève. Quel redoutable et stimulant plaisir que d'avoir à m'adresser à vous ce soir. Lorsqu'on dit fruit de labeur et de patience, moi je pense à ce moment de récolte et d'enthousiasme. Les semailles ont été longues et l'attente aurait été lourde à gérer sans le soutien de l'USEC, à laquelle je suis tellement fière d'appartenir et pour laquelle j'ai une affection particulière. Donc mes premiers mots iront bien sûr à la famille de l'USEC
pour tout ce qu'elle n'a cessé de me prodiguer depuis plusieurs années. Mes pensées et ma reconnaissance vont au révérend Père Hedi Mahfouz, recteur de l'USEC, qui veille à la promotion de la culture et du savoir. Au secrétariat général, en la personne du révérend Père Michel Aboutaha, avec tout le respect que je lui porte, à tous les bureaux de l'USEC. Édition, publication, communication, événements, presse et bibliothèque, pour leur appui indéfectible, leur énergie et leur disponibilité. Je veux ensuite rendre hommage à ma faculté, à laquelle je suis désormais encore plus liée par mon appartenance et mon respect envers mes collègues et mes étudiants. Au sein d'une faculté aussi bien dirigée, Madame le doyen, professeur Hodaname, symbolise pour nous des valeurs sûres. Permettez-moi de vous remercier aujourd'hui, cher doyen, pour votre support inconditionnel et tous vos conseils avisés. Je salue aussi nos très chères intervenantes, qui, malgré leur travail, leurs responsabilités et leurs obligations universitaires, n'ont pas hésité à être là. Merci, mesdames les professeurs, pour le temps que vous avez accordé à la lecture, le commentaire et l'évaluation de mon travail. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir cimenté cette cérémonie dont je garderai longtemps le souvenir ému. Que serais-je aujourd'hui sans ma marraine, Madame Souheila Saloum? Je suis une de vos disciples. Vous avez ajouté à votre enseignement et à votre aide, votre bienveillance et j'ose dire votre amitié. Ma reconnaissance envers vous va au-delà des mots. Merci. J'aperçois dans cette salle plusieurs visages qui font accélérer les battements de mon cœur. Les voilà, mes parents, mes deux frères, ma sœur et mon fiancé. Papa, maman, aucun mot ne saurait exprimer mon amour éternel et ma considération pour les sacrifices que vous avez consentis pour mon éducation et mon bien-être. Sans vous, sans vos encouragements, je ne serais pas ici. J'espère que votre bénédiction m'accompagnera toujours. Et toi, Élie Jacques, sache que tu es mon inspiration et ma force. Alors, cher Aristote, voilà la belle assemblée de mes amis. Oui, je me sens comblée. Merci. Merci, Dr Zalaït, pour l'émotion et la chaleur qui se sont dégagées de vos paroles et qui n'ont donné que davantage de prix à cette signature. Avant de vous inviter tous à lever le verre pour le succès de l'ouvrage de Nadine et les futurs ouvrages à venir, j'invite Talia, au nom des étudiants et des étudiantes en licence de psychologie, à vous faire un geste de la part de tout le monde. Bravo. Signer l'ouvrage de Nadine Zalaït. Merci d'avoir patienté une belle heure. Votre présence nous a donné beaucoup de courage. Merci Nadine d'organiser cette journée si agréable. Merci et allez prendre un verre.